2017 sera de ce fait l'année de la rigueur et de la vérité. François Hollande est obligé de quitter le pouvoir après seulement 5 ans. Vous, ça fait presque 20 ans que vous dirigez le pays. Comment vous faites pour tenir aussi longtemps? Je ne sais pas. Je pense que c'est la vie et les situations ne sont pas les mêmes. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Zena TV, la chaîne de la diaspora. Toujours dans la rigueur et la vérité, vous suivez Décryptage, doublé de quelques coups de griffe. Nous sommes dimanche 2 avril 2017 et je suis toujours en compagnie de Bédel Baouna. Bédel Baouna, bonjour. Bonjour, Mouema Kosso. Bédel Baouna, vous avez souvent raillé la diplomatie congolaise. Je vous disais déjà il y a quelques jours qu'elle était en train d'engranger en fait des résultats probants puisque le ministre Ngakosso est en train de faire du bon boulot. Et là, vous avez vu Bédel Baouna, la grande surprise, c'est que le président Denis Sassou Nguesso a rencontré aux Émirats Arabes Unis le général Khalifa, puisque vous avez raillé cette réunion de Brazzaville en tant que président du haut comité en fait de l'Union africaine pour la Libye. Bédel Baouna, après les Émirats Arabes Unis, Denis Sassou Nguesso était en Algérie aux côtés de son homologue, M. Bouteflika. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, même si vous continuez à le contester, la diplomatie congolaise est en marche et le président est en train de le montrer, Bédel Baouna. Exactement, cher ami, tout à fait. Mais le problème, c'est de savoir quelle est la légitimité de toutes les personnalités qu'il a eu à rencontrer. Enfin, M. Khalifa est quand même au cœur de la question libyenne, Bédel Baouna. Il est au cœur. Il n'est pas le président libyen. Il est en concurrence. Il contrôle le croissant pétrolier libyen, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le patron. Toutefois, il a quelques avantages. Je vous l'accorde. Une rencontre, M. Sassou Khalifa, la rencontre de deux généraux, de quoi peuvent-ils parler? De l'armée, cher ami. Des tanks, des munitions, des sous-marins, ce sont des militaires, de généraux. Oui, et pour revenir à... Là, nous sommes sérieux quand même. Pour revenir à sa rencontre avec Bouteflika, la question que je me pose... Je vous rappelle que c'est une visite d'État, Bédel Baouna. D'État est préparée selon un site proche du pouvoir, dans la discrétion. Ils ont compris le message. Ce que nous avions dit ici, à l'issue de l'échec de la rencontre avortée Sassou-Trump. Bien. Ce coup-ci, ils ont fait dans la discrétion. Et ça a réussi. Ça a réussi. Les rencontres ont bel et bien eu lieu. Les photos sont là, les images sont là. Maintenant, sur le plan de la diplomatie, maintenant, quelle est la valeur ajoutée de la rencontre Sassou-Bouteflika? Laquelle? Monsieur Bouteflika ne sort pas. Et d'ailleurs, si cela a eu un impact pour M. Sassou, puisqu'il est à la recherche de la légitimité, pour clouer le bec de ses détracteurs, M. Bouteflika, ils s'en foutaient complètement de recevoir ou de ne pas recevoir M. Sassou. Enfin, Bédel Baouna, vous avez quand même... J'écoutais un analyste algérien sur une chaîne maghrébine, lequel disait que M. Bouteflika est, sinon le seul président africain, du moins la seule personnalité qui n'a jamais foulé le sol noir africain. Jamais. Abdelaziz Bouteflika. M. Bouteflika, en tant que président, ne s'est jamais rendu en Afrique subsaharienne. Parce que pour lui, ça n'a aucune valeur ajoutée. Lui, il préfère Moscou, Paris, Washington, Londres, Rome, Madrid. L'Afrique, non, ça ne l'intéresse pas. Jamais. Vous ne verrez jamais une image de M. Bouteflika, même quand il était en forme, quand il n'était pas malade, en Afrique noire. Jamais. Donc, est-ce que moi, Bédel Baouna, en tant que président, quand même, devrais-je aller rendre visite à quelqu'un dont je sais qu'il ne viendrait jamais chez moi? Je crois que la réciprocité devrait être aussi de mise en diplomatie. Qu'à cela ne tienne, M. Sassou, à la recherche de la légitimité, est prêt à tout et à n'importe quoi. Il est allé, il a rencontré M. Aziz Bouteflika. Ils ont sans doute parlé de la Libye. Oui, ils ont parlé de la Libye. Mais est-ce que M. Aziz Bouteflika est la personne idéale sur la Libye? Enfin, il est au moins dans la Ligue arabe. Oui, ok, je vous l'accorde. D'accord.
Mais les personnalités idéales pour parler de la Libye sont tout simplement M. Poutine et M. Al-Sisi. Puisque M. Khalifa, le général Khalifa, n'a Dieu que pour Poutine. Il ne vous a pas échappé qu'au mois de janvier, un navire militaire russe s'était amarré au large des côtes libyennes et que M. Khalifa y était convié. Tout à fait. Donc cela signifie que M. Khalifa ne jure que par Poutine ou bien par son ami, le président égyptien, M. Al-Sisi. Un militaire aussi. Hein. Un militaire aussi. Il faut pas, donc vous voyez, donc je ne vois pas, franchement, cette obstination qui anime M. Sassou à vouloir dépenser des sous de voyage, à polluer le ciel africain, parce que quand les avions décollent, ça pollue toujours, pour une cause dont on sait qu'il n'y parviendra pas en fait à résoudre la crise. Ce n'est pas à lui. Il n'en a pas les moyens et de toute façon, il n'a jamais résolu une seule crise en Afrique. Enfin, jamais. Je le dis souvent, je vous cite toujours la Centrafrique, je vous cite souvent la Centrafrique, Mandela qui est sorti de prison. La Centrafrique, cher ami, vous ne pouvez pas chaque fois revenir sur cet argument. Hier samedi, j'ai assisté à Paris à une conférence sur la Centrafrique. La majorité des conférenciers avaient des larmes aux yeux. 80% du territoire reste aux mains des ex-Séléka. Le pouvoir d'Archange Touadéra, que je connais, que j'ai rencontré même récemment, n'est que limité à Bangui et ses environs. Mais sinon, à partir de Bombari, en allant vers le Soudan, là-bas, c'est la Séléka qui contrôle. Donc, on peut considérer ou estimer que M. Sassou a échoué. Lui, il voulait juste tirer les ficelles. Oui. Point. Donc, M. Sassou, il ne faut jamais compter sur lui. Si vous comptez sur lui, vous en mourrez, cher ami. Aujourd'hui, les Libyens comptent sur lui, puisqu'il a évoqué la question libyenne les Libyens ne le connaissent avec pas. son homologue Bouteflika. C'est vous qui le dites, cher ami. S'il a envie d'exister diplomatiquement, il suffit de dépenser son énergie ou son argent sur les causes qui le concernent d'abord lui-même. Il peut convoquer la communauté internationale à Brazzaville et parler du Congo. Qu'est-ce que vous lui proposez là, écoutez, pour lui, le Congo n'est pas en crise. Il y a pas de raison qu'il puisse convoquer la communauté internationale au Congo. J'avais commenté cette phrase. Oui, il a tout à fait raison. Il n'y a pas de crise dans le pôle. Il y a le chaos. Il est en train de commettre presque un génocide dans le pôle, M. Sassou. Oui, on nous dit qu'il est en train de traquer Ntoumi. Où? Il n'y a pas de forêt dans le pôle, il y a des buissons, des petits, des arbres rabougris, de toute façon, s'il y avait eu la forêt, M. Sassou n'irait pas bombarder. Puisque la ministre de la Forêt, Mme Rosalie Matondo, aurait dit, écoutez, ce sont des milliards qui partent en fumée. Et surtout qu'il y a 2 éléphants, vous avez évoqué. Exactement, et maintenant il y a des lions qui vont y surgir. Vous voyez? Donc il n'y a pas de forêt dans le pôle. Sinon, on ne bombarderait pas parce que sinon, ce serait des millions. Non, pour M. Sassou, s'il veut exister diplomatiquement, il suffit de diriger le Congo comme il faut, de façon humaine, de façon humaniste. Oui. Mais hélas, il n'a pas ces instincts-là. Ok, on a bien compris, sur le plan diplomatique par rapport à la Libye, vous avez un doute, mais vous allez au moins reconnaître que cette visite a aussi permis en fait de pouvoir renforcer les relations diplomatiques entre le Congo et l'Algérie, surtout de signer ces fameux accords. Vous avez pu voir. Mais les relations entre le Congo et l'Algérie ont toujours été au beau fixe. D'ailleurs, Sassou lui-même a suivi sa première formation militaire ou bien l'une de ses premières formations. Avec beaucoup d'émotion, je pense que ces images. Donc il a toujours. Et d'ailleurs, moi j'ai mes amis à Paris, mes grands frères, quand ils venaient en France, ce qu'on appelait à l'époque l'aventure, ils venaient par quel vol? C'est pas par l'Algérie, Brazzaville, Alger, Marseille, Brazzaville, Alger, Paris. Vous voyez, donc entre le Congo et l'Algérie, les relations ont toujours été au beau fixe. Beaucoup. Il y a pas mal d'étudiants congolais en Algérie, qui ont étudié même en Algérie. Demandez d'ailleurs à vos amis des Bantous de la capitale, ils se sont souvent produits à Alger. Même dans les festivals, dans les années 60, voilà. Tiens, c'est Jean-Claude Nganga d'ailleurs qui me racontait une anecdote, ce qui s'était passé à Alger. Donc, l'Algérie n'est pas une terre inconnue
pour le Congo. Donc, pour vous, donc qu'on ne vienne pas me dire que cette visite a servi à raffermir les relations entre l'Algérie et le Congo. Il n'y a pas eu de crise. Donc ces relations ne se sont jamais refroidies. Jamais. Il y a toujours eu des relations entre le Congo et l'Algérie. Donc que M. Sassou trouve à régler de bonnes causes, ou bien, à régler de bonnes crises. Oui. Excusez l'oxymore, cher ami. Voilà. Et non d'aller s'occuper de ce qui ne le regarde pas et de ce dont il n'a pas les moyens de régler. Cher ami. Voilà. Il s'éparpille pour rien. Il ne résoudra pas la crise. C'est quand même au nom du Congo de l'Afrique, il n'y a pas été... Il ne s'est pas rendu en Libye au nom du Congo, puisque c'est un président de fait. Il s'est rendu en Libye à son propre nom. C'est pour se légitimer. En Algérie. Oui. À son propre nom. Parce que c'est pour acquérir une once de légitimité. Mais il n'est pas allé là-bas pour le Congo. Le Congo, il s'en fout, lui. Il y a longtemps qu'il a pillé, qu'il a dilapidé les richesses du Congo. Enfin, on va parler de dilapidation des richesses du Congo. Voilà. On va passer à un autre sujet. Vous avez suivi le dernier conseil des ministres. Ça s'est passé il y a quelques jours, Bédel Baouna. C'était le 22 mars, en fait, où on a eu une grande surprise. Le ministre, en fait, Bininga, qui est chargé de la fonction publique, a donné les chiffres officiels. Très souvent, vous accusez cette fonction publique congolaise qu'elle soit pléthorique. Or là, Bédel Baouna, officiellement, il y a au Congo 66 422 fonctionnaires. Je vous vois plus ou moins avec un sourire narquois, Bédel Baouna. Ça signifie que vous ne faites pas confiance à ce chiffre, c'est ça? Puisque c'est le chiffre officiel, oui. Puisque c'est le pouvoir de fait de Brazzaville qui le donne. Chiche. Mais cela ne nous empêche pas de le décortiquer, de le commenter, de l'analyser, cher ami. Alors, la fonction publique au Congo-Brazzaville. Là, on parle du personnel civil, hein. On n'a pas parlé encore de l'armée, là, que le personnel civil. Ok. La fonction publique est pléthorique. Elle ressemble au ventre de Bouyam, de M. Jean-Jacques Bouyam. Elle est énorme. Je vous l'accorde, cher ami. Oui, oui. Et pour cause. L'État est le premier employeur au Congo, parce qu'il n'y a pas d'industrie. Le secteur privé n'existe pas. Mais là, quoi, la prépare la zone économique mais ça n'aboutira jamais, puisqu'il y a son ami Jean-Jacques Bouya qui traîne les pas. Tant qu'il n'a pas fourré son nom, tant qu'il ne sait pas combien de milliards, lui, il va soutirer comme commission, ça ne marchera jamais. Jamais. Et je sais de quoi je parle, cher ami. Je sais de quoi je parle. Vous savez, M. Bouya, c'est l'hologramme de M. Sassou. Mais en gros, avec son gros ventre. Donc, le chiffre des fonctionnaires au Congo, 66 400 et quelques. Oui. 422 précisément, Bédel Baouna. Et c'est là où je le conteste. Vous savez pourquoi? Parce que sur une population à peu près de 4 millions de Congolais, 66 000, c'est un petit chiffre. Tout à fait. Donc on ne peut pas dire la fonction publique soit pléthorique. C'est impossible. A fortiori, l'État congolais est le premier employeur du Congo. Je ne parle pas de l'armée et de la milice de M. Sassou, parce que ce sont aussi des fonctionnaires. C'est l'État congolais qui les paye. Là, on nous parle seulement du civil. Et quand on s'imprègne de la répartition de ces fonctionnaires, là, il y a des disparités et des anomalies, cher ami. C'est-à-dire, mais je ne peux pas concevoir que le Kwilu, une grande région, qui abrite la capitale économique du Congo, ne compte que 1511 fonctionnaires, alors que la cuvette, ou bien les deux cuvettes, font à elles seules 3400 fonctionnaires. Alors, précisément, chaque cuvette fait maintenant, il y a quoi? Oui, la cuvette centrale, c'est 2321 fonctionnaires. La cuvette ouest, c'est 1088. À quoi servent-ils? On me dira qu'il y a des infirmiers, des enseignants, bien sûr, les services régaliens de l'État n'existent pas. Voilà, les juges, mais la santé, mais justement, les secteurs qui auraient dû employer davantage les fonctionnaires ont coulé au Congo. La santé n'existe pas au Congo. Ils viennent tous se faire soigner à Paris. Non? Vrai ou faux? L'école n'existe pas. Quoi qu'on en dise, M. Anatole Coliné Makosso, que j'ai d'ailleurs rencontré au Salon du Livre et à Paris, à la dédicace de son livre.
l'école n'existe pas. Or que ce sont les deux seuls secteurs qui auraient dû employer le gros des fonctionnaires. Ce secteur n'existe pas. Donc, soit ce sont des salariés fictifs. Eh oui, il faudra que l'on me dise. Que font-ils? Le Niari, 3520 fonctionnaires. Mais à quoi servent-ils? Il n'y a pas de société étatique là-bas dans le Niari, à part l'école, les quelques infirmeries préhistoriques, préhistoriques, ou bien la préfecture, voilà, mais ils ne travaillent pas. Ou les mairies, c'est tout. Mais à quoi servent-ils? Justement, quelle est leur mission? Moi, vous savez, c'est de la magouille, cette histoire-là, de donner le chiffre de fonctionnaires. C'est pour faire croire aux gens que, au contraire de ce que l'on pourrait croire ou penser, il n'y a finalement pas beaucoup de fonctionnaires au Congo. Mais c'est aussi pour maîtriser la masse salariale, Bédel Baouna. Aujourd'hui, l'État... Alors, il faut quand même savoir que Bédel Baouna, si vous permettez... Je vais vous raconter une anecdote, M. Makosso. Oui. 2 personnes que je côtoyais à Paris sont salariées au Congo, à la SN2, je crois. Et chaque fois qu'il y a contrôle, ce sont leurs cousins ou leurs frères qui les représentent. Mais ils n'ont jamais travaillé à la SN2. Tout ça, c'est pour personne. Et leur salaire est régulier. Et on ne peut pas les rayer. Chaque fois qu'on a menacé de le rayer, c'est le directeur qui a sauté. Ou bien le DRH, ou bien le RH qui a sauté. Est-ce que vous pouvez concevoir cela dans un pays même comme le Bénin, actuellement? C'est ce qu'est en train de faire M. Patrice Talon. Jamais. C'est inadmissible. Donc, qu'on ne me dise pas qu'il y a des fonctionnaires au Congo, alors qu'il n'y en a pas, en réalité. Donc là, vous voulez évoquer la réalité des fonctionnaires congolais qui sont à Paris. Non, mais ça c'est anecdotique, ça c'est une petite anecdote. Mais dans l'ensemble au Congo, j'aimerais qu'on me dise à quoi servent ces fonctionnaires. Puisque les secteurs, je vous le répète, qui auraient dû employer davantage les fonctionnaires, sont tués, sont morts. L'éducation, la santé, ce sont les seuls secteurs qui emploient le gros de fonctionnaires. Mais là, on se retrouve avec un paquet de 66 500. Et d'ailleurs, comparé aux 4 millions d'habitants, cela signifie que c'est un pays en faillite. D'ailleurs. Alors, outre, vous avez cité, outre le Niari, il y a aussi le pôle aussi, hein, qui a pas mal de fonctionnaires. Le pôle en pleine. On est en train de traquer. Pour les mêmes raisons. 2580 ou 81 fonctionnaires. Mais là aussi, à quoi servent-ils? Peut-être à vendre d'une saba, ou bien si l'on me dit que ceux qui vendent dans des marchés, oui, mais si on me dit à moi que ceux qui vendent au marché de Kibouende, ou bien de Gomatsetse, ou bien de Kinkala sont aussi des fonctionnaires, à ce moment-là, ok, d'accord, je vous l'accorde. Mais si ce ne sont pas des fonctionnaires, je ne vois pas quel est le rôle de ces fonctionnaires dans le pool. C'est 2580. Alors, souvent, vous avez cité la Bonzo en exemple ici, hein, qui est comme étant la région où il y a la population la plus importante. La plus peuplée. Et là, est-ce que le chiffre donné par le ministre correspond en fait? De 2656. Oui. Là aussi, on est en droit de se poser des questions. Mais vous posez que des questions, les chiffres sont là. Le ministre donne les chiffres, mais c'est le ministre qui le dit. Oui. Lui, il a envie aussi d'exister, de prouver au monde entier qu'il essaie un peu, comment dirais-je, d'appuyer la magouille, ou bien de flatter Sassou. Voilà un ministre qui travaille. Mais j'ai bien peur que Sassou ne rembarre. Oui. Voilà, parce qu'il y a beaucoup qui ont commencé avant lui. Ce n'est pas la première fois que l'on tente de recenser les fonctionnaires. Exactement. Alors, quels sont les résultats, puisque vous le connaissez bien, Gilbert Ondongo, sur ce travail qu'il avait fait? Mais on a vu, que M. Bilinga, en quelques mois, a quand même donné des résultats, des chiffres probants, mais on ne nous a jamais donné les résultats de cette enquête de M. Ondongo. Lui est un ministre des Finances, hein, c'est en tant que ministre des Finances. Oui, avec mais normalement, ce n'est pas à la fonction publique, c'est au ministre des Finances qui est aussi chargé de la lutte contre la fraude fiscale, des emplois fictifs, tout à fait, de mener de telles opérations. Mais là, il s'agit du ministre de tutelle, de la fonction publique. Mais, et que nous pointons, voilà, dans la Bouenza, il y a 2656 ou 50, ça va, fonctionnaires. Alors, mais est-ce que, a-t-on précisé le caractère de leur emploi? C'est ça.
Il faut une enquête qui soit approfondie. Alors, que l'on dise, voilà, tel fonctionnaire ici, dans ce village, il y a 10 infirmiers. Est-ce que le caractère réel de leur emploi est avéré? Ici, il y a 10 instituteurs. Est-ce que c'est avéré réellement? Oui. Ou bien, il s'agit tout simplement de la fiction? C'est ça le problème. Alors, je ne conteste pas, je ne préjuge pas l'intention de M. Bininga de vouloir mettre tout au clair, mais encore faut-il se donner les moyens d'aller au bout et de faire les choses une bonne fois pour toutes. Parce que c'est une petite révolution. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de voleurs au Congo qui pillent justement la fonction publique. Justement, le Congo, au Congo, je parie que parmi ces 66 500, la moitié, ce sont des fonctionnaires fictifs. C'est sûr, qui ne font rien. Mais est-ce que pour vous, le chiffre serait plus important déjà? Mais dans un pays de 4 millions d'habitants, oui, dont le seul employeur à 80% est l'État, il devrait y avoir au moins 400, 500 000 fonctionnaires. Oui. Alors oui, parce que l'État est le seul employeur. Donc cela signifie qu'au Congo, qu'on ne travaille pas. Donc cela signifie, cela reflète bien la réalité congolaise, que c'est un cadavre vivant, qu'il n'y a rien qui ne marche. Alors, donc on peut considérer qu'il n'y a pas d'école, qu'il n'y a pas de santé, de système éducatif, qu'il n'y a pas d'administration. Voilà. Est-ce qu'on en a compté aussi les diplomates? Alors, les diplomates, il y en a 400 et quelques. Ils ont compté à peu près 400 et quelques diplomates. Dans le monde entier, il ne peut pas y avoir 400. Quand vous allez à l'ambassade du Congo, il y a au moins 1000 personnes qui travaillent. Attendez, ce sont tous des fonctionnaires. 1000 personnes, vous avez quelques... C'est une hyperbole, ouais, mais c'est une façon de parler. Ouais, mais c'est une hyperbole. Donc, voilà, cher ami. Donc, c'est ça. Donc, il faudra que l'on me dise, dans ces 66 500-là, qui fait quoi et qui ne le fait pas. Alors, en attendant que M. Bininga puisse nous le dire, vous avez quand même Bédel Blabona dans les pourcentages, il y a quasiment 60% de ces fonctionnaires qui sont basés à Brazzaville et près de 13% en fait. À plus forte raison. Oui. À plus forte raison, la majorité est basée à Brazzaville. Oui. Donc, on peut considérer que dans les autres villages ou dans les autres villes, il n'y a personne. Mais pourquoi nous avons ces chiffres-là? C'est énorme. Parce que sans compter, parce qu'il y a aussi les militaires qui vont arriver. Il y a les miliciens qui vont arriver. Là, on n'en a pas parlé. Il y a les policiers qui vont arriver. On n'a encore rien fait concernant le personnel, notamment de l'armée, qui sont aussi des fonctionnaires de l'État. Ah oui, exactement, oui, des contractuels. Il n'y a pas de chiffre officiel. Oui. Et il faut... Lolo me dira aussi, pardon, M. Makosso, de vous couper, qu'il y a dans ce chiffre aussi des postiers ou des facteurs. On sait que la poste n'existe pas au Congo. La poste n'existe pas au Congo. Donc, on ne peut plus considérer les postiers comme étant des fonctionnaires. Ils ne font plus rien. Ou bien ils ont le statut. Ils tiennent des guichets ici et là, Bédiel Baona. Et la poste de votre belle ville, Kinkala, a été ouverte grâce à l'administration accélérée. Rappelez-vous, Bédiel Baona. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de poste au Congo. Vous connaissez très bien. Vous racontez des histoires, M. Makosso. Beaucoup d'histoires. Mais on a vu officiellement Bédiel Baona. Mais je vois bien que vous aimez bien M. Jean-Jacques Bouya. Tant mieux. Hein. Vous savez, la critique n'exclut pas l'amitié. Hein. Oui. Donc voilà. Mais voilà, Bédiel Baona. Alors, disons aussi, juste pour terminer, c'est avec des fonctionnaires, c'est aussi le mode de recrutement. On ne sait pas comment on recrute au Congo. Mais exactement. On ne sait pas, il n'y a pas de concours. Il n'y a pas de concours, en fait. Et votre grand frère Parfait Kolela, il est passé par la fonction. Lui aussi, il a recruté pas mal de personnes. Vous voyez, donc, comme vous savez qu'il n'a jamais été un homme politique. Enfin, on parle là du grand ministre qui a assuré la fonction publique, Bédiel Baona. Je ne sais pas s'il a laissé une trace au ministère ou bien au moins son nom déjà. Une trace indélébile, oui, il a laissé. Enfin, il a un nom, mais il n'a pas un prénom. Voilà. Il a un nom, mais il n'a pas un prénom. Alors, parlons de mode de recrutement à Bédiel Baona. Ah, ça, mais qui le sait? Mais tout est opaque au Congo, qui le sait? C'est soit la cooptation, oui, ça se passe souvent par la cooptation. Je connais quelqu'un, un tel, pouf, on l'inscrit. Surtout dans un pays où le tribalisme est légion. Donc c'est souvent la cooptation. Est-ce qu'il y a des concours? Est-ce qu'il y a ceci? Certes, mais quand au Congo aussi on organise des concours, on demande aux candidats de payer. Et c'est à leur risque et péril. Quand ils ne sont pas sélectionnés, ils ne sont pas remboursés. Donc tout est arnaque au Congo. Tout, pardon, excusez-moi. Tout est arnaque. Tout est opaque, tout est magouille, tout. D'où l'intérêt de raser le système le plus vite possible. Voilà. Raser un système alors qu'il pourra renaître, Bédiel Baona, par un autre biais, c'est celui des législatives. Bédiel Baona,
On vous a vu ces derniers temps, je dirais pas traîner, mais main dans la main avec des ministres congolais à Paris, au Salon du Livre, que ce soit votre cher bien-aimé Leonidas Motom ou encore votre grand frère Colonel Makosso. On vous a vu dans cette proximité, Bédel Barona, législative pointant. Serez-vous candidat aux législatives, Bédel Barona? Ah oui, moi, cher ami, je vous le déclare, j'ai décidé d'être candidat aux élections législatives de 2017, cher ami. Dans quelle circonscription? J'ai sélectionné pour l'instant les habitants de Tikapika, dans la cuvette, m'ont sollicité pour les représenter à l'Assemblée nationale. Enfin, vous rigolez. Pour l'instant, ce n'est que... Ouais, oui, attendez. Pour l'instant, ces élections législatives, enfin, qui approchent, pas paraît-il, ne sont pas encore, comment dirais-je, fixes. Il n'y a pas de calendrier. Donc, pour l'instant, on est dans l'effervescence du vide. Un fleuve d'agitation, en quelque sorte, si vous voulez. Une logique du désordre. Mais dans cette logique du désordre, j'ai décidé, cher ami, de postuler. Moi aussi, vous direz que je ne suis pas un homme politique, que j'ai toujours refusé cette étiquette. Mais bien, les préoccupations qui, au quotidien, assaillent mon esprit, m'incitent à des décisions parfois capitales. Et c'est une décision capitale. Mais parce que... Mais qu'allez-vous apporter? Tikapika, je vous rappelle juste que c'est la circonscription de Jean-Jacques Bouya, Bédel Barona. Qu'allez-vous apporter? Tikapika est la métaphore du drame congolais. C'est-à-dire? Pas d'eau, pas d'électricité, pas d'éducation, pas de système sanitaire. Et pourtant, celui qui est censé représenter ces populations est riche. Donc, vous voyez le contraste? Donc, c'est ça, cette représentation, cette image-là, que moi, j'ai envie d'aller corriger, cher ami. Donc, raison pour laquelle, dans nous allons arrêter le décryptage, puisque je passe de l'autre côté de la caméra. Alors, Bédel Barona, vous passez de l'autre côté, on arrête le décryptage, on comprend très bien. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans ce nouveau combat que vous allez livrer sur le plan politique? Un bon combat que, voilà, il y aura un homme ventru, puissant, M. Jacques Bouya, face à un homme qui a au ventre plat, mais aussi puissant aussi moralement. Voilà, Bédel Barona, on ne peut que vous souhaiter bonne chance. Ce sera de bonne guerre et je vais gagner. Voilà, vous gagnerez, Bédel Barona. Tikapika, sans doute me dira-t-il, mais lui, il n'est pas originaire de Tikapika. Oui. Que vient-il faire ici? Non, non, non. C'est un territoire national. J'ai le droit d'être candidat à Vinza. Oui, voilà. Donc, vous ne vengez pas Vinza, Bédel Barona. Non, pas du tout, pas du tout. Moi, je me présente à Tikapika. Le projet est presque déjà ficelé. Donc voilà, il me restera à dire la semaine prochaine, dans une semaine, au revoir aux téléspectateurs de Ziana TV, puisque je ne peux pas être à la fois jugé parti. Est-ce que vous allez prendre les couleurs du PCT? Ah non, pas du tout. Je ne suis pas membre de cette secte, je serai un candidat indépendant. Voilà. Bédel Barona, candidat indépendant. Mesdames, Messieurs, on arrive à la fin. Bédel Barona, alors, une autre femme que vous adorez bien, c'est Madame Arlette Soudan Nono, qu'on appellerait peut-être Arlette Soudan Galifuru, puisqu'on l'a vu antipoï au Congo. Bédel Barona, ça vous a fait sourire. Mais en même temps, vous qui aimez les symboles, qu'est-ce que ça peut vous dire? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire aux Congolais, Bédel Barona? Une femme svelte, belle, même si vous contestez parfois, qui n'a pas de tissage comme Madame Ikia Sassou, à qui vous contestez la mode des tissages, Bédel Barona, était là portée par les populations. Ça vous montre quand même l'amour que ces hommes et ces femmes portent à ces ministres, et notamment à cette grande dame qui aujourd'hui révolutionne le tourisme congolais, Arlette Soudan Nono. Moi, quand j'ai vu cette photo, je me suis dit oui, elle a tout à fait raison. Elle a tout à fait le droit d'être emmenée en Antipoï. C'est une métaphore, comme on est dans la métaphore aujourd'hui, cher ami. Oui. Vous savez, c'est sa propre représentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne peut pas marcher. Et par conséquent, c'est une éclopée politique et intellectuelle. Je vous rappelle puisqu'elle ne peut pas marcher, elle se fait amener dans un typoï. Par métaphore et par métonymie, c'est une éclopée politique. Oui, ça, donc en tout cas, désormais, nous savons de quoi cette femme retourne. Qu'elle est incapable de marcher politiquement et intellectuellement. Mais le PCT domine tout. Donc, vous savez, j'ai employé le mot cooptation. Et puis son père, voilà. Puis le nom. Puis elle vaut quoi, cette dame? Elle vaut quoi?
à part courir après l'argent. Donc moi, c'est ce que j'ai remarqué en tout cas. Oui, cette photo est une belle métaphore, sa propre représentation. Ça peut faire le parallèle avec les colons qu'on voyait en fait portant un petit peu. Ah oui, mais c'est André Gide. C'est une nouvelle colonisation. C'est André Gide, dans Voyage au Congo, je crois qu'il consacre un paragraphe, un paragraphe descriptif, mais lui ne semblait pas chaud dans le typo. Et il critiquait les colons qui se servait de ce moyen de transport, alors que lui, il marchait, il préférait marcher. Oui, c'est André Gide. André Gide, quand il écrit Voyage au Congo, je crois que c'est pendant la colonisation, et même dans le journal des faux monnayeurs, parce que André Gide n'a pas non seulement écrit les faux monnayeurs, il a écrit aussi le journal des faux monnayeurs. Il revient sur cet épisode, sur ce mot qui lui revient tout le temps à l'esprit. Sur cette image. Au Congo, on a aussi comme ça, hein, quelques... Oui, tout à fait. Voilà, j'aime pas bien ce livre. C'était Arlette au Congo. Bon, c'est pas bien, c'est pas ma lecture de prédilection. Voilà, mais enfin, on peut quand même faire allusion. Allusion, exactement, tout à fait. Oui. Voilà. Alors, Bédiel Baouna, on arrive à la fin. Vous avez lu, Bédiel Baouna, c'était la semaine, le salon du livre. On vous a vu, je vais rappeler juste qu'on vous a vu main dans la main avec... main dans la main. Monsieur Makosso. Main dans la main avec des personnalités de premier plan du Congo, Bédiel Baouna. Le salon du livre, c'est terminé. Sauf que vous avez entre les mains Confession d'une sardine sans tête de Guy Alexandre Sounda. Exactement. Il est venu sur le plateau de l'ami Anthony Muyongi dans le rendez-vous des cultures sur Zana TV. Donc moi, je l'ai lu cette semaine. C'était jeudi et vendredi. Je puis vous dire que c'est une merveille. Un écrivain, je dis, du moins un romancier, un nouveau romancier est né au Congo. Ah, mais vous n'êtes pas aussi élogieux souvent. Je suis un peu surpris. C'est un roman. C'est un roman à la première personne, à la fois hétéro-diégétique et homo-diégétique. Et l'auteur, dans ces chapitres, il alterne. Dans un chapitre, c'est l'auteur qui parle de son histoire. Et dans l'autre, c'est le narrateur qui parle de son histoire. Et dans le chapitre qui suit, le narrateur donne la parole à un énonciateur ou bien à des énonciateurs. Et ce qui est remarquable, dans la forme, il emploie des énumérations, des gradations. Et quand il s'agit, comment dirais-je, de donner un détail, il emploie une subordonnée relative à positive en quelque sorte. Mais quand il s'agit de commenter, là il emploie une relative restrictive. On ne peut pas supprimer. Donc il y a beaucoup de phrases comme ça, de subordonnées courtes en tout cas. Il alterne proposition indépendante, proposition subordonnée. C'est du grand art. Et quel vocabulaire! Un vocabulaire riche. Et cette fluidité. Vraiment il y a longtemps, à part la sonate à Bridge Tower de Dongala, Doga chez les Congolais, c'est le deuxième roman qui m'a ébloui, cher ami. Donc, si vous n'avez pas lu Confession d'une sardine sans tête, je vous recommande vraiment de le lire. Certes, le sujet est épuisé, puisqu'il s'agit d'un milicien, en quelque sorte né de la guerre de 97, c'est-à-dire né en tant que milicien, pas biologiquement, et puis qu'il nous raconte ses histoires. Ça m'a rappelé à un roman de Wilfrid Nsondé, le silence des esprits, je crois. C'est à peu près, parce que là aussi c'est un milicien qui a été vraiment très acteur des hostilités, ce que j'appelle moi hostilités de 97, qui raconte son histoire. Et là aussi, c'est pareil. Et Confession d'une sardine sans tête, puisqu'on est dans la métaphore, c'est aussi une métaphore. Voilà. On ne restera pas de la métaphore, puisque vous nous quittez pour des meilleurs lendemains là-bas au Congo, du côté de Ntikapika. Encore merci, Bédiel Baouna. Et nous allons faire un dernier décryptage. Il faut l'annoncer aux téléspectateurs le dimanche prochain. Aussitôt lundi, je m'envolerai pour le Congo. Voilà. Donc, en Ntikapika, attendez votre nouvel élu ou votre candidat, Bédiel Baouna, qui ne sera pas là avec les couleurs du PCT, mais en tant que candidat indépendant, Bédiel Baouna. Vous nous rassurez que ça se passera ainsi. Je serai candidat à Ntikapika, cher ami, dans la cuvette. Je vais affronter M. Jean-Jacques Bouya.
Voilà, l'annonce est faite. Jean-Jacques Voilà. Bouya doit vous attendre désormais, puisque vous avez souvent moqué son ventre. Je pense que là, vous l'aurez sur le terrain et on en aura des nouvelles. Merci encore, Bédiel Baona. De rien, cher ami. Merci à Noko Kumunga Koso. Merci à toute l'équipe de Zena TV. Merci à vous tous, toujours aussi nombreux à suivre ce programme. Portez-vous bien. Ben, je vous dirai peut-être pas la prochaine fois, mais enfin, Inch'Allah, au revoir.